Sunday Night Production. Nous en avons de plus en plus conscience, la récupération est une étape clé pour progresser en course à pied. Mais saviez-vous que ce que vous mangez ou ce que vous buvez peut avoir des conséquences positives ou négatives sur votre récupération? Alors si vous voulez savoir quel aliment mettre dans votre assiette pour bien récupérer, restez avec nous, nous allons vous aider. Dans la tête d'un coureur et Salomon vous présente Les Experts, un programme 100% dédié à votre réussite dans la course sur route. Nutritionniste, kinésithérapeute ou encore coach sportif et mental, bénéficiez de l'expertise d'une équipe de pros pour mettre toutes les chances de votre côté et dépasser vos objectifs. Bonne écoute! Bienvenue dans Les Experts, votre nouveau programme dédié à votre réussite en course à pied, et grâce à cette émission, vous allez bénéficier des compétences d'une équipe de professionnels du sport pour vous accompagner dans la préparation de vos marathons et semi-marathons, un peu comme si vous étiez un athlète de haut niveau qui bénéficie d'un panel de talents pour donner le meilleur de lui-même. Autant vous dire que la course sur route n'aura presque plus aucun secret pour vous, et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir l'une de nos 4 experts, la fameuse Tiffany Varenne, nutritionniste nantaise et spécialisée notamment dans la nutrition en course de fond. Tiffany, merci d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Guillaume. Là, je reviens de congé maternité et j'ai à cœur de remettre le pied à l'étrier, de reprendre la course à pied de mon côté et puis de continuer à transmettre mes connaissances. Eh bien parfait, je te propose qu'on commence sans plus attendre l'émission d'aujourd'hui du coup. Et j'aimerais pour cet épisode qu'on s'intéresse à un sujet qui préoccupe énormément les coureurs et les coureuses à pied, la récupération. C'est vrai que pendant très longtemps, nous les coureurs, on s'est concentré sur le fait de s'entraîner parce qu'on pensait que c'était vraiment la clé de la performance, c'était l'entraînement. Mais finalement, on se rend compte que la récupération a un rôle tout aussi important. Mais finalement, quand on parle de récupération, beaucoup de personnes l'associent au repos, au massage sportif et pas forcément à la nutrition. En fait, on oublie les besoins primaires, c'est-à-dire boire, manger, dormir, et ça devrait venir au-dessus et devant, on va dire, toutes les thérapies manuelles, séances de kiné, etc. On doit d'abord savoir boire, manger et dormir pour bien récupérer de l'effort. Donc c'est vrai que l'alimentation et l'hydratation participent activement à la récupération pour récupérer toutes les pertes, que ce soit par la transpiration, par la fourniture d'énergie, reconstituer nos fibres musculaires, rétablir un petit peu l'équilibre en électrolytes, tous les minéraux, tous les oligo-éléments qu'on perd par la transpiration. Éviter les courbatures, les crampes, ça passe aussi par l'hydratation et par l'alimentation. Et surtout nous permettre d'enchaîner les efforts et anticiper l'effort à venir, quoi. Donc bien récupérer, c'est aussi bien manger. Avant de parler des nutriments essentiels à la récupération, j'aimerais qu'on s'intéresse peut-être aux erreurs qu'il faut éviter. Et moi, il y en a une que tu dois bien connaître. C'est un peu une tradition. On en parle souvent aussi dans le podcast. C'est quand on a couru un marathon, tu sais, ou un semi-marathon, on aime bien s'accorder un petit burger frites, une pizza avec bière. Une petite bière, exactement. Et c'est pas forcément la bonne chose à faire. Selon toi, quels sont les éléments justement qu'il faut éviter quand on a fait une activité physique intense et qui peuvent être méfastes à ce processus de récupération? Si on doit éviter certaines choses, ce sont lesquelles? Alors c'est vrai que après un petit footing, par exemple d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, si l'effort n'a pas été très intense et très traumatisant, on peut à peu près manger de tout. Mais par contre, après une compétition ou un effort où on est vraiment allé dans le dur et on s'est vraiment dépassé, il y a une inflammation et tout ne peut ne pas passer. Quand on parle de bière, on parle d'hydratation et c'est vrai qu'il faut éviter tout ce qui déshydrate parce que le but c'est de s'hydrater. Et dans la bière, mais aussi dans les alcools en général et dans le café, dans le thé, il y a des substances qui sont diurétiques. Donc en fait, ça va nous faire aller beaucoup plus aux toilettes et ça va pas nous apporter de l'eau. Il faut éviter tout ce qui est irritant, les épices fortes, tout ce qui va être piquant, un excès d'agrumes, un excès de fibres comme les légumineuses, les crudités, en grand volume parce que notre tube digestif n'a pas été correctement irrigué à l'effort et il n'est pas capable de tout digérer et surtout les substances qui sont un petit peu difficiles en temps normal. Et il faut éviter tout ce qui est inflammatoire, donc éviter les excès de viande, les fritures, privilégier un repas plutôt végétarien ou alors avec du poisson, mais éviter les viandes, éviter les matières grasses cuites, donc on privilégie les huiles crues et non pas les fritures. Et puis si besoin, diminuer les produits laitiers et le gluten si on a vraiment une sensibilité digestive.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire plaisir. Hein. Si évidemment on a fait 12 semaines d'une préparation marathon intense, on a le droit de se faire plaisir. Mais on attend aller peut-être 2-3 jours avant de... Oui, le lendemain. Le lendemain, ça peut être bien, mais c'est vrai que par exemple, un marathon qui se termine à midi ou 14 heures, on attend peut-être le lendemain midi avant de se faire vraiment plaisir, histoire que l'inflammation ait disparu ou en tout cas se soit calmée. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on doit manger à la fin d'un entraînement si on veut être sûr et certain de bien récupérer? Quels sont les aliments à privilégier? Quel est le repas type idéal pour optimiser sa récupération? Alors, en général, il faut manger dans les 2 heures qui suivent. On appelle ça la fenêtre anabolique. C'est vraiment la durée après la fin de l'effort pendant laquelle, en fait, on absorbe correctement les nutriments et on fait les bonnes réserves. C'est là où le corps, en fait, utilise de la meilleure façon qui soit les nutriments que l'on absorbe. Ce qu'il faut, c'est surtout des sources de glucides, de protéines, de l'hydratation et des apports en sel pour reconstituer nos réserves et pour correctement reconstituer les fibres musculaires. Les protéines toutes seules ne servent à rien, elles ont besoin d'être accompagnées de glucides. Ça peut être une source de protéines animales ou végétales, des féculents, un grand verre d'eau, une pincée de sel. Ça peut être des tartines avec du fromage, un yaourt avec des fruits, mais c'est vrai qu'il faut toujours associer une source de protéines et une source de féculents si la collation arrive dans les 2 heures qui suivent. Et si on va dire que la fin de l'effort coïncide avec un repas principal, on mange à peu près de tout, on aura tous les nutriments qu'il faut. Mais quelque chose de plutôt facile à digérer, on évite tout ce qui est friture, tout ce qui est les excès de viande et on est sur un repas plutôt classique. Justement, en parlant de protéines, tu sais qu'il y a 2 sources de protéines, animales et végétales. Et souvent, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui recommandent de manger de la protéine végétale parce qu'elle est mieux assimilée par le corps. Et ceux qui, au contraire, disent que non, il faut de la protéine issue de la chair animale parce que c'est vraiment elle qui nous permet de mieux reconstruire de la fibre musculaire. Les deux camps sont persuadés d'avoir raison. On est un peu au milieu, nous, on ne sait pas de quoi penser. Alors, je ne sais pas si tu détiens la vérité absolue, Tiffany, mais en tout cas, toi, quel regard tu portes sur les arguments des uns et des autres? Est-ce qu'il y a vraiment une protéine qui est meilleure qu'une autre et laquelle on doit privilégier selon toi? Alors c'est vrai que je détiens pas la science infuse, mais par contre je sais que une protéine végétale est quand même un petit peu moins bien absorbée, souvent parce qu'elle est associée à des fibres qui ralentissent la digestion et qui font barrage, ce qui fait que quand on mange des protéines végétales exclusivement, il faut augmenter à peu près de 30% les apports en protéines par rapport à quelqu'un qui mangerait des protéines animales. L'avantage des protéines animales, c'est qu'elles ne contiennent pas de fibres irritantes, donc en général la digestion se passe mieux et elles contiennent de la B12, des oméga 3, du fer pour reconstituer nos cellules, pour nous oxygéner, pour éviter l'anémie. Donc il y a des tubes digestifs qui ont besoin de ce genre de protéines animales pour mieux absorber les nutriments. Et puis il y a des personnes qui peuvent très bien retirer le fer des lentilles, quoi. Ça dépend vraiment des gens. Mais en général, c'est vrai que les protéines animales, ça va être beaucoup plus vite assimilé par le tube digestif. Donc en général, ça nous permet de récupérer un peu plus vite. Mmh. On parle des protéines, mais il y a aussi le fer qui est essentiel dans l'alimentation du coureur. Pourquoi est-ce que, en tant que coureur, après, par exemple, une sortie longue, on a besoin d'être attentif à nos apports en fer? Alors c'est vrai que le fer, c'est un fléau parce que la plupart des femmes sont carencées, mais les hommes peuvent aussi être carencés même si vous n'avez pas de perte menstruelle. En gros, le fer, c'est un minéral qui vient transporter de l'oxygène dans notre organisme. C'est un minéral qui est dans nos globules rouges. Donc, en courant, on utilise beaucoup d'oxygène, donc on utilise beaucoup de fer, ce qui fait que en général, quand on est anémié et qu'on est carencé en fer, on sent vraiment qu'on est contre-performant, qu'on n'a plus de souffle, en fait, parce qu'on manque d'oxygène. Et quand on court, on a des petites micro-hémorragies, c'est pas très grave, mais au niveau de la voûte plantaire et du tube digestif, on a des petits vaisseaux qui éclatent, on a des fuites de sang et des fuites de fer. Donc c'est vrai que on peut manquer de fer régulièrement quand on court beaucoup, de par l'oxygène utilisé et de par les petites hémorragies Du coup, quel aliment on doit favoriser si on veut refaire nos stocks de fer?
Alors, il y a le fer héminique, donc le fer qui est très bien absorbé dans la viande rouge, dans le boudin noir, les abats et dans les poissons et crustacés. Et au niveau crustacés, c'est surtout les crevettes et les moules. Et il y a le fer qui est non héminique, c'est-à-dire le fer qui est peu absorbé malheureusement et qui a besoin de vitamine C, notamment donc dans les agrumes, dans les crudités, dans les kiwis, pour être correctement assimilé. Ça va être dans les œufs, les produits laitiers, les légumineuses, les algues, les graines, les céréales, enfin dans tout ce qui vient du milieu végétal. Alors, on parle souvent dans les algues de la spiruline, la fameuse. C'est vrai que la spiruline, de par mon expérience, je trouve que ça fonctionne sur certaines personnes et ça fonctionne pas du tout sur d'autres, mais sous forme de poudre ou de petites paillettes, ça peut être intégré dans notre alimentation, par cure, ça peut aider. Tiffany, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant plus particulièrement à l'eau. Alors c'est vrai que quand on parle de l'eau, on pense beaucoup à s'hydrater pendant un effort, mais pas forcément dans le processus de récupération. Pourtant, l'eau est essentielle à la récupération, tu l'as dit tout à l'heure, mais concrètement, pourquoi ? Alors, on a beaucoup de pertes en eau. Au-delà de la transpiration, il y a l'eau qui est utilisée par les muscles et par tous les phénomènes, par tous les mécanismes qui se passent dans notre corps pour produire de l'énergie et pour contracter les muscles à l'effort. On perd de l'eau aussi par la respiration, surtout qu'on respire beaucoup par la bouche et ça nous fait perdre de l'eau. On perd de l'eau donc par la transpiration, par la fabrication d'urine. Donc c'est vrai qu'on a besoin de reconstituer nos réserves. Donc en général, le besoin de base est autour de 35 millilitres par kilo et par jour. Mais on a convenu qu'on perdait quasiment 1 litre d'eau par heure d'effort. Alors il y a des personnes, c'est beaucoup plus. Ça dépend on le voit très bien si vous transpirez ou pas. Mais en général, il faut déjà boire 1 litre d'eau supplémentaire par heure d'effort fourni. Et c'est vrai qu'on a besoin d'eau même bien avant de manger en fait. En courant, on peut courir sans manger, mais on ne peut pas courir sans boire. Merci beaucoup Tiffany, c'est beaucoup plus clair. Et si on s'intéresse un petit peu plus à l'eau, tu sais qu'il existe une alternative. Il y a l'eau, il y a aussi les boissons de récupération, il y a les jus de fruits, il y a les sodas. Tout ça, on trouve sur les tables notamment de ravitaillement. Du coup, on a le choix entre une multitude de liquides. Selon toi, quel type d'eau on doit privilégier, quel type de liquide on doit privilégier si on veut bien récupérer? Alors c'est vrai que les jus de fruits, c'est vraiment juste pour augmenter sa glycémie, comme si on prenait un carré de sucre en fait quand on a un moment d'absence ou de faiblesse. Mais de base, on ne doit boire que de l'eau. Après, il y a des eaux spécifiques, on appelle ça les eaux bicarbonatées, les eaux riches en sodium, en magnésium. Voilà, il y a quelques marques comme Rosana, Badois, Kézak, la Vichy Saint-Thior, la Vichy Célestin, en fait, qui sont des eaux très intéressantes. Par contre, ça sert à rien de les boire par anticipation. C'est des boissons pour récupérer. C'est-à-dire que boire plusieurs jours avant une course de la Saint-Thior, ça ne sert pas à grand-chose parce que on va tout uriner en fait avant le jour J. Donc c'est vraiment des eaux qu'on peut consommer dans les quelques heures qui suivent un effort intense pour récupérer les minéraux perdus. Parce qu'on perd beaucoup de sel par la transpiration. Et le sel, c'est quand même notre ami quand on court. Il ne faut pas l'oublier. Et en termes de quantité, combien de ce type d'eau on doit boire? Parce que ça peut avoir aussi peut-être des effets négatifs. Le sodium, il ne faut pas en abuser non plus, j'imagine. Ouais. Alors, en général, 1 demi-litre. 1 demi-litre, ça peut suffire. Alors, sauf si la personne a vraiment beaucoup transpiré. Et ça, on le voit quand les personnes perdent beaucoup de sel parce que la transpiration est acide, irritante et elle laisse des traces blanches sur les vêtements. Mais c'est vrai qu'en général, 1 demi-litre d'eau bicarbonatée et sodée après un effort, ça peut être pas mal. Tiffany, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à un sujet qui n'est pas tabou, mais peut-être un petit peu sensible. C'est celui des compléments alimentaires qu'on voit de plus en plus dans le milieu de la course à pied, notamment sur les réseaux sociaux, avec des influenceurs ou des publicités qu'on peut trouver par-ci et là, nous vantant les mérites de ce type de produit. Est-ce que ça a du sens de sélectionner des compléments alimentaires dans un processus de récupération? C'est quoi son avis par rapport à ça? Alors c'est vrai que les compléments alimentaires, en fait, par définition, ça doit compléter une alimentation qui n'est pas suffisante. Donc, si l'alimentation suffit, s'il n'y a pas de carence, il n'y a pas besoin d'avoir de compléments alimentaires. On parle des fois de protéines en poudre ou d'acides aminés branchés, les BCAA. Dans le milieu de la course à pied, il n'y en a vraiment pas besoin. C'est plutôt dans le milieu de la musculation. Et le besoin en protéines peut être largement couvert par l'alimentation. Surtout que la course à pied n'augmente pas énormément notre besoin en protéines. Il faut
du coup prendre soin de nos reins qui sont parfois mis à rude épreuve pendant qu'on court. Là, j'ai parlé de la spiruline juste avant. C'est vrai que la spiruline, elle peut être intéressante, mais elle ne fonctionne pas sur tout le monde. Et quand on a un régime végétarien, par contre, ça peut être intéressant de se complémenter en vitamine B12, qui est très utilisée en fait avec le fer pour l'utilisation des globules rouges. Et on peut se complémenter en oméga 3 si on ne consomme pas de poissons gras, parce que les oméga 3 sont anti-inflammatoires et vont éviter aussi les blessures. Si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment de sens à avoir recours à des compléments alimentaires en dehors d'une pathologie ou d'une prescription médicale. S'auto-prescrire des compléments alimentaires, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vrai que c'est quelque chose dans le monde de la course à pied qu'on voit de plus en plus et qu'on hérite peut-être du monde du fitness où les compléments alimentaires sont extrêmement répandus, notamment parce que ça permet de monétiser le sport. Il y a beaucoup d'industries, il y a beaucoup de sportifs qui génèrent des revenus grâce aux compléments alimentaires qui permettent de créer une économie autour de ce sport-là. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de reproduire dans le monde de la course à pied, mais finalement, c'est plus un enjeu business qu'un enjeu santé, si j'ai bien compris. C'est vrai que j'avertis souvent les personnes que je suis à ne pas s'auto-médiquer par rapport aux compléments alimentaires parce que même si les insuffisances en nutriments peuvent être délétères, les excès le sont encore plus. Donc c'est vrai que sur certaines choses, on ne s'auto-médique pas sans bilan sanguin, je veux dire. On fait des bilans sanguins avant de trouver des compléments alimentaires qui pourraient nous correspondre. Quand on a un régime d'exclusion végétalisme, c'est vrai qu'on peut être plus enclin à prendre certains compléments alimentaires. Mais de base, on fait un bilan sanguin, on voit les carences que l'on peut avoir parce qu'on peut se faire plus de mal que de bien à prendre des compléments. Merci beaucoup Tiffany. Si on devait synthétiser tous les éléments qu'on vient de se dire, selon toi, c'est quoi les conseils clés qu'on doit garder en tête ? Alors, se focaliser sur l'alimentation naturelle en évitant le plus possible les compléments alimentaires, boire en quantité suffisante, jusqu'à avoir les urines claires, mais être constamment correctement hydraté en vue d'une potentielle séance, et puis avoir des eaux bicarbonatées et sodées pour après les séances et non pas par anticipation, et adopter une alimentation variée et digeste surtout pour éviter les troubles digestifs et surtout réduire l'inflammation qui est due à l'effort. Merci infiniment Tiffany pour tous tes précieux conseils. Eh bien, je te donne rendez-vous dans un prochain épisode des Experts. À très bientôt. À très bientôt. Cette émission vous a été proposée par Salomon, votre expert running de la montagne à la ville.